Anthony Blinken arrive pour la conférence de presse. On l'écoute en direct. Afin de poursuivre la coordination intense que nous avons eue avec nos partenaires et alliés sur quelques-uns des enjeux les plus difficiles pour notre pays. Parlons d'abord de la rencontre d'aujourd'hui. Je remercie tout d'abord le secrétaire général Jens Stoltenberg pour son leadership, la secrétaire générale adjointe de l'OTAN et la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, pas seulement pour son accueil, mais pour les initiatives prises en vue de se faire rencontrer dans cette rencontre informelle, certes informelle, mais très efficace et très utile. Les 30 alliés de l'OTAN restent unis, engagés pour soutenir une Ukraine forte, souveraine et indépendante. Nous avons vu la résilience du peuple ukrainien au cours des 3 mois écoulés. Nous avons vu l'unité au cœur de l'OTAN. Le président Poutine a lancé cette guerre improvoquée et brutale en imaginant qu'il pourrait éliminer l'Ukraine en tant que pays indépendant et diviser l'OTAN. À l'inverse, il a renforcé la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, car l'Ukraine vient de chasser les forces russes de Kharkiv. L'OTAN est plus forte, plus capable et plus unie que jamais. Tous les membres souhaitent mettre fin à cette guerre aussi rapidement que possible. Mais nous sommes déterminés à maintenir notre soutien en sécurité à l'Ukraine, de poursuivre notre pression diplomatique, les sanctions et les restrictions d'exportation vis-à-vis de la Russie aussi longtemps que nécessaire. Les partenaires et les États-Unis vont soutenir l'Ukraine autant qu'il est nécessaire sur le champ de bataille et à la table de négociation afin qu'elle résiste à cette agression et qu'elle puisse défendre sa souveraineté territoriale et son intégrité. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui l'Ukraine. Ils ont été accueillis dans des pays européens et au-delà de l'Atlantique. Les États-Unis ont fourni des milliards en assistance afin que les pays d'accueil soient en mesure d'accueillir convenablement. Nous nous sommes également réunis pour parler des conséquences plus larges de l'agression russe, par exemple la crise alimentaire et l'augmentation des prix alimentaires à venir. L'Ukraine est l'un des grands producteurs mondiaux de semences, d'huile de cuisson et de grains. Les Ukrainiens défendent leur pays et malgré tout, les champs sont détruits et les capacités de produire, et cela a une influence sur le reste du monde. Cette semaine, à New York, nous réunirons une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et des ministres des Affaires étrangères pour réfléchir à ce que nous pouvons faire pour relever les défis liés à la crise alimentaire et à la sécurité alimentaire et pour réfléchir aux conséquences à moyen terme sur la situation alimentaire mondiale. Nous ne connaissons pas le cours de la guerre à venir, mais nous savons une chose, c'est qu'une Ukraine forte et souveraine s'imposera. En soutenant l'Ukraine, nous défendons les principes de la souveraineté, de l'indépendance, qui sont les bases de la sécurité et de la paix internationale. Notre partenariat avec l'Ukraine continue. Les diplomates américains sont retournés en Ukraine après plusieurs semaines passées à travailler en Pologne. Nous avons réouvert notre ambassade de Kiev avec toutes les précautions nécessaires, mais le travail a repris et nous allons reprendre le travail normal très prochainement. Le président Biden a nommé Bridget Brink, qui sera notre prochaine ambassadrice en Ukraine. C'est une diplomate expérimentée de très grande qualité. Et nous allons bientôt valider sa nomination, de même que nous allons valider le paquet d'aide de 40 milliards à l'Ukraine afin de lui fournir davantage d'aide et de continuer notre soutien. J'ai parlé ce matin à mon homologue, M. Kouleba, dans le cadre de nos échanges ininterrompus, au téléphone, en personne, quelles que soient les opportunités, et je lui ai répété l'engagement qui était le nôtre, notre engagement dans la durée vis-à-vis de l'Ukraine. Nous avons de nouveau réaffirmé que l'OTAN allait continuer son soutien. C'était l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Les alliés se sont également réunis avec les ministres suédois et finlandais. Les deux pays sont des partenaires de sécurité très proches de l'OTAN et des États-Unis. Les États-Unis soutiennent fortement la candidature de ces deux pays, la Suède et la Finlande, si une candidature formelle était déposée. Nous respecterons la décision qui sera la leur. Nous sommes en faveur d'une politique de porte ouverte
et nous soutenons le droit de chaque pays à décider de son avenir, de sa sécurité, de sa politique de sécurité. À Berlin, nous avons également préparé le sommet de Madrid. Le nouveau concept stratégique de l'OTAN sera défini et qui définira la nouvelle stratégie de l'OTAN vis-à-vis de l'agression russe et des nouvelles menaces. Nous avons également parlé du renforcement de notre présence sur la frontière orientale de l'OTAN et de notre position vis-à-vis de pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui seront également présents à Madrid. À Paris, il y aura la réunion du deuxième Conseil sur la technologie Union européenne-États-Unis. Ces échanges économiques sont importants car ils impliquent les plus grandes puissances technologiques et économiques du monde. Nous travaillons ensemble à définir des normes sur les technologies et sur les chaînes d'approvisionnement, sur les restrictions d'exportation, afin que donner des directives à nos entreprises. Il est important de renforcer la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne, par exemple, pour que notre politique de restriction d'exportation vis-à-vis de la Russie soit efficace. C'est une étape importante de la coordination entre les États-Unis et l'Union européenne. CNN. Monsieur le ministre, avez-vous échangé avec votre collègue turc sur la position turque vis-à-vis de l'adhésion de la Suède et la Finlande? Les États-Unis vont-ils envoyer des équipes d'enquête en Cisjordanie sur la mort de la journaliste d'Al Jazeera? Je réponds d'abord à la deuxième partie. Nous soutenons les enquêtes sur la mort de cette journaliste. J'ai parlé directement à son frère il y a peu, Anton. Je crois qu'il y avait également d'autres membres de la famille présents et j'ai pu exprimer notre compassion, nos condoléances, le respect que nous avions pour le travail de journaliste qu'elle a accompli pendant des années. Travail respecté et reconnu dans le monde entier. J'ai également reconnu qu'il était absolument nécessaire d'avoir une enquête concernant les circonstances précises de sa mort. J'ai parlé à Berlin à mon homologue turc de l'enjeu de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il s'agit d'un processus d'adhésion. L'OTAN est un lieu de dialogue, de discussion, un lieu où on échange sur les différences et sur les divergences. Je n'ai pas envie de donner davantage de détails sur ce qui s'est dit au cours de la session, mais autour de la table, je peux vous dire qu'il y a eu un soutien très fort vis-à-vis de l'adhésion de la Suède et de la Finlande, si c'est ce qu'ils décident, et je suis certain qu'il y aura un consensus sur ce point. Question suivante. Merci, Monsieur le ministre. Première question. Le ministre des Affaires étrangères turc a exprimé ses préoccupations sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il affirme qu'il y aurait des restrictions d'exportation également. Est-ce que les États-Unis et l'OTAN vont échanger sur ces sujets? Y aura-t-il des décisions sur les restrictions d'exportation? Êtes-vous préoccupé quant au fait que la politique de porte ouverte devienne un enjeu de négociation avec différents États membres? Vous avez parlé également avec vos partenaires européens. L'Union européenne, en ce moment, tente d'obtenir un embargo sur le pétrole. Poutine finance sa guerre avec l'exportation d'hydrocarbures vis-à-vis de l'Europe. Êtes-vous préoccupé quant à la capacité de l'Europe de mettre en place un embargo de cette nature, ce qui permettrait à Poutine de continuer à financer sa guerre?
Je vais répéter ce que j'ai dit sur la Turquie. J'ai parlé à mon homologue turc. Nous avons une discussion dans le contexte de la réunion de l'OTAN, que je ne vais pas donner davantage de détails, je vous le répète. Je pense qu'il y aura un consensus sur l'adhésion de la Suède et la Finlande si ces deux pays décident de déposer une candidature formelle. Et quant aux divergences qu'il peut y avoir entre la Suède, la Turquie et la Finlande, que j'ai évoquées, il y a une conversation, un dialogue en cours. Il y a, je l'ai dit, un processus d'adhésion et je suis optimiste quant au dégagement d'un consensus. Sur l'énergie, ça n'a pas été à l'ordre du jour de nos conversations aujourd'hui, mais nous soutenons les efforts entrepris par l'Union européenne et les partenaires européens en vue de se sevrer des hydrocarbures russes, gaz et pétrole. C'est une dépendance qui a été constituée sur plusieurs années et à laquelle on ne mettra pas fin du jour au lendemain, mais l'Europe a décidé d'agir dans ce sens. Nous soutenons les efforts de l'Union européenne visant à mettre en place un embargo sur les livraisons de pétrole russe. C'est un processus qui est dans les mains de l'Union européenne. Les États-Unis, de leur côté, prennent toutes les mesures qu'ils peuvent afin de soutenir, visant notamment à assurer la distribution et la sécurité énergétique de l'Europe. Je pense bien sûr aux livraisons de gaz que nous allons faire à l'Union européenne. Nous allons nous assurer qu'il y a assez d'énergie sur le marché mondial et que les prix restent stables. Nous avons lancé des livraisons issues de nos réserves stratégiques et nous avons mis en place une task force avec l'Union européenne de coordination pour échanger sur ces enjeux. Task force qui est au travail en ce moment même. La Hongrie est un obstacle vis-à-vis de l'embargo. Lors des discussions, il s'agit toujours d'unité. Mais l'unité ici n'est pas visible. Est-ce que cela ne montre pas le fait que la Hongrie bloque? Cela ne montre pas qu'il y a une division au lieu de l'unité que vous avez évoquée? Bon, je pense qu'il faut prendre un peu de recul vis-à-vis des événements. La Russie, l'agression de la Russie, cela fait plusieurs mois qu'elle se prépare et cela fait des mois que nous avons exprimé nos préoccupations quant à cette agression. Au cours de ce processus d'agression, à chaque tournant, à chaque étape, nous avons dit que nous étions prêts à faire ce que nous avions à faire. Et puis, au moment d'agir, nous avons été là. Nous avions dit dès le début qu'une agression aurait des conséquences très lourdes pour la Russie, et c'est ce que nous avons fait. Personne n'y croyait, mais cette agression a eu lieu, et des conséquences importantes ont été portées par la Russie. La Russie est soumise à des sanctions très fortes. On pensait que ça n'était pas possible, mais c'est le cas aujourd'hui. Certains ont dit que l'Union européenne, que les pays européens ne seraient pas prêts à fournir une assistance de sécurité à l'Ukraine, mais cela a tout de même eu lieu. À chaque étape de cette crise, à chaque étape du processus d'agression, il y a eu de nouvelles sanctions, et à chaque fois, on s'est dit non, ça n'aura pas lieu, ça n'est pas possible, c'est trop difficile, il n'y a pas de consensus. Mais à chaque fois, ça a quand même eu lieu. Donc je pense que la leçon générale des 6 mois qui viennent de s'écouler est la suivante. Il y a eu une unité sans précédent. Il y a eu des actions qui ont été mises en œuvre sans précédent. Et je pense que cela va se poursuivre aussi longtemps que l'agression russe. Dernière question. Thomas Prečkec du Frankfurter Allgemeine Zeitung sur le concept stratégique de l'OTAN et sur les discussions sur ce sujet. Certains des alliés disent qu'ils perçoivent la relation future avec la Russie dans le cadre
d'un certain containment, d'un endiguement de la Russie. Pensez-vous que ce soit le bon concept stratégique pour définir la relation vis-à-vis de la Russie? Et un point qui est lié à celui que je viens d'évoquer, pensez-vous qu'il y ait des raisons de poursuivre le NATO-Russia Funding Act? L'OTAN a dit qu'elle ne restreignait aucune des mesures qui avaient été prises dans ce cadre. La prochaine étape pourrait-elle être de se retirer de ce document, de ce traité? Ces enjeux seront à l'ordre du jour et seront développés au sommet de l'OTAN de Madrid en juin. Le travail que nous avons accompli aujourd'hui a été un travail très préparatoire vis-à-vis de ce sommet, afin que le sommet puisse produire des conclusions, y compris sur le concept stratégique de l'OTAN. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans les détails sur ce point précis. Tout est déjà en cours. Il y a eu des éléments très intéressants sur le concept stratégique. Et je pense que nous avons une très bonne discussion. Nous avons une très bonne discussion sur ce sujet. Le cœur de l'OTAN, le cœur du concept stratégique, c'est la notion de défense et de dissuasion. C'est ce qui a réuni, c'est ce qui a constitué cette alliance. Et quand on se défend, quand on dissuade, eh bien, cela se tourne également vers la Russie. Et je pense que cela se retrouvera dans le concept stratégique. Outre cet aspect, nous échangerons plus en détail et nous décrirons à ce moment-là à la fois le concept stratégique et la relation stratégique avec la Russie. Tout cela sera évoqué au cours du sommet de Madrid. Je vous remercie. Merci à tous. Comme le secrétaire général de l'OTAN avant lui, Anthony Blinken, met en avant l'échec de la stratégie russe, contrairement à ce que croyait Poutine, eh bien voilà, l'OTAN est plus unie que jamais. C'est même une unité sans précédent que nous sommes en train de vivre et ça va continuer, réagit le secrétaire d'État américain après l'annonce officielle de la Finlande de vouloir donc rejoindre l'OTAN. Dépôt de candidature officielle dans la journée. La Suède devrait suivre, donc 2 candidatures simultanées. C'est assez historique. L'OTAN ouvre les bras à ces 2 pays qui traditionnellement, vous le savez, ont toujours voulu rester neutres. Mais bon, la guerre en Ukraine a changé les choses. L'analyse sur le plateau avec nos invités qui sont toujours autour de la table. D'abord, un mot sur le calendrier. Patrick Martin-Jeunier, parce qu'on a vu ce dépôt officiel de la candidature de la Finlande, la Suède devrait suivre. Et ensuite, ça va prendre du temps? Alors, ensuite, on a dit que ça devait être très rapide. Ça prendra probablement entre quelques mois et 1 an, parce qu'il faut qu'il y ait des discussions, il faut que la Turquie lève son opposition. A priori, les discussions sont plutôt bien parties. Ensuite, tout le monde doit se prononcer, déposer des instruments de ratification, et chacun doit se prononcer. Donc ça, au plus vite. Il y a des étapes, de toute façon, qu'on peut pas manquer. Il y a toujours des étapes qu'on ne peut pas brûler. C'est comme la future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça prendra plus de temps que prévu. Et donc, même si on veut raccourcir le calendrier, là... Il peut être raccourci dans la mesure où ce sont 2 pays européens, donc c'est plus facile? Oui, c'est plus facile, bien évidemment, parce qu'il y a une unanimité de l'OTAN sur ce plan, et chacun est prêt dans ses pays respectifs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer ce processus. Donc, effectivement, mais il faut quand même le temps de ratifier, de déposer des instruments, de les signer. C'est quand même un nouveau traité, c'est un additif à un traité, donc il faut que ce soit ratifié par chacun des États membres. Ça prendra minimum entre 8 et 12 mois. Oui, donc effectivement, dans les mois à venir, il y aura deux intégrations à l'OTAN. Pourquoi ces 2 pays qui étaient neutres traditionnellement ont basculé? Justement, ils cherchent des garanties de sécurité. Et après, je pense que sur le plan militaire, ce sera plus facile parce qu'ils sont déjà interopérationnels depuis longtemps avec l'OTAN. Mais ça montre aussi, c'est quand même ce paradoxe de l'histoire, qu'encore en décembre de l'année dernière, Poutine a exigé que l'OTAN revienne aux frontières de 1997. Et par cette aventure, cette absurdité, par cette guerre absurde, complètement injustifiée, finalement, on revient complètement à une situation inverse que les pays comme Finlande, connu par son concept de finlandisation, ce qu'on a conseillé d'ailleurs à l'Ukraine, accepter. Mais maintenant, le concept de finlandisation, on va prendre un autre sens. Donc, on voit bien que ces pays, quand même, ils cherchent, c'est légitime, complètement légitime, qu'ils cherchent des garanties de sécurité en face de la Russie.
Parce qu'ils s'estimaient même en danger? Évidemment. Bah oui, parce que dès lors, ils ont pensé que les Russes étant capables d'envahir l'Ukraine, finalement, il n'y aura aucune hésitation, éventuellement, à aller en Finlande, alors que ce pays n'est pas membre de l'OTAN. Vous voyez la situation. Donc, la Finlande qui partage une de ses frontières avec la Russie. Voilà. Et plus l'enclave de Kaliningrad du côté de la Pologne, là, aussi, ils commencent à faire des exercices là-bas. Donc, effectivement, 1300 km de frontière entre la Finlande et la Russie, c'était un risque majeur. Et on a bien vu que l'Ukraine, que la Russie, pouvoir totalitaire, n'hésiterait pas éventuellement à envahir. Et donc, c'est l'inverse de ce que voulait Vladimir Poutine, qui est en train de se produire. L'OTAN, qui était en état de mort cérébrale il y a peu, est en train de renaître avec ces mots qui sont utilisés à la fois par le secrétaire général de l'OTAN et par le secrétaire d'État américain. On est plus unis que jamais. Je dirais que, car en Russie, le langage à propos des agents étrangers est très fort. Toujours. Maintenant, il y a une blague en Russie qui se propage. Est-ce que Poutine, c'est un agent d'OTAN? Est-ce que Poutine, finalement, ne serait pas un agent de l'OTAN qui a réussi à ressusciter l'OTAN? Un agent triple, alors c'est un agent triple, pire qu'un agent double. Pire qu'un agent double, Vladimir Poutine sur l'OTAN. Michel Hologaray, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? C'est-à-dire qu'on a vu que Vladimir Poutine avait mis en avant cette volonté ukrainienne d'adhérer à l'OTAN, entre autres, ça a donné le conflit. Il n'y aura rien de tel avec la Finlande? Non, mais il y aura une nouvelle OTAN. Parce que pour l'instant, le sommet de Madrid devait se prononcer sur le projet OTAN 2030. Alors, le sommet de Madrid, c'est le sommet de l'OTAN qui va se tenir au mois de juin. Le mois devait se prononcer donc sur un document de travail pour lequel, d'ailleurs, c'est M. Védrine qui représentait la France. Et d'un seul coup, ce document qui a été déposé il y a quelques mois est caduc. C'est obsolète. Est caduc. Donc actuellement, il doit y avoir un travail considérable et sur alors que vont mener les pays actuellement dans l'OTAN. Et il m'étonnerait quand même que la Finlande et la Suède ne regardent pas d'un œil très intéressé ce nouveau document, qui va être fondamentalement différent, puisque, comme vous le savez, après la chute de l'URSS, l'OTAN se cherchait quand même un petit peu. Oui. L'OTAN est allé en Afghanistan, l'OTAN est allé un peu partout, dans les Balkans aussi. Enfin, c'était quand même un peu délicat. La survie de l'OTAN cherchait, j'allais dire, un adversaire. L'adversaire est trouvé, l'OTAN va pouvoir serrer les rangs, l'OTAN va pouvoir travailler d'une façon sérieuse sur les voies et les moyens, c'est-à-dire ce que l'objectif à long terme et la façon et les outils à mettre en place pour y parvenir. Et donc, il y aura non seulement ces petites tractations Turquie, Finlande, etc., mais il y aura fondamentalement un travail sur une réorganisation de la défense du monde dit occidental, mais pas simplement occidental géographiquement. Si je peux me permettre de vous interrompre pour compléter, M. Blinken a parlé d'un nouveau concept stratégique de l'OTAN. Et bien sûr. Donc c'est tout à fait important. Mais bien sûr, c'est une refondation. Le document qui est sorti en décembre est à mettre à la poubelle. Maintenant, ça y est, l'OTAN a un adversaire. Alors d'une certaine façon, là, c'est la véritable concrétisation du résultat de l'agression de Poutine sur l'Ukraine. Ça y est, l'OTAN renaît avec en une plus mission claire. Un concept, une mission claire qui lui faisait défaut quand même jusqu'à présent. Depuis quelques années. Alors une question toute bête, est-ce que ça veut dire que la Finlande et la Suède pourront participer au prochain sommet de l'OTAN? Elles n'en sont pas encore membres. Alors, bonne question. Peut-être bien qu'elles seront admises comme observateurs. Mais il m'étonnerait qu'elles soient écartées, puisque, ayant fait acte de candidature, on écoutera quand même leur voix. Parce que s'ils sont venus, ce seront les meilleurs porte-parole pour définir la nouvelle stratégie de l'OTAN. L'OTAN qui renaît, l'OTAN qui a une nouvelle mission, qui retrouve un sens. Et pour autant, il faudra sans doute jauger les lignes rouges à ne pas franchir. C'est-à-dire que là, on voit cette renaissance. Mais attention peut-être au sentiment de mais les lignes rouges, c'est la Russie qui franchit tout le temps. Mais juste les deux conséquences déjà pour la Finlande. La Russie a dit qu'elle va couper le gaz russe, la fourniture du gaz russe à la Finlande. Mais comme la Finlande, bon, il a beaucoup d'autres fournisseurs, donc c'est pas très grave. Et après, il y a de hauts responsables russes qui ont menacé carrément l'utilisation des armes nucléaires contre la Finlande. Mais bon, ça, elle dit ça depuis toujours. Ça, ce sont les menaces. Oui, c'est des menaces. Donc finalement, mais en réalité des choses, il ne peut pas faire grand-chose, ça c'est sûr. Mais on l'a vu. Ces dernières semaines, ces derniers mois, les hauts responsables russes disent « Attention, si la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN, c'est une menace. On ne pourra faire que répliquer. On remettra des troupes supplémentaires à la frontière avec la Finlande. On ne pourra pas rester inactif. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut se passer concrètement?
Écoutez, excusez-moi, je ne suis pas un militaire, mais enfin, ils vont peut-être masser des troupes, mais ils feront quoi de plus? Mais quelles troupes? Et quelles troupes? Parce qu'ils sont obligés de retirer pour en mettre en Ukraine. Déjà qu'ils n'y arrivent pas au Donbass, Absolument. alors comment vont-ils concrétiser leurs menaces en Finlande? Non, ce n'est pas. Il peut y avoir des tensions, mer Baltique par exemple? Oui, il peut y avoir quelques tensions, en effet, dans l'enclave de Kaliningrad aussi, là-haut, en Pologne, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des exercices, qu'il y a 2 jours, ils avaient simulé des exercices d'attaque nucléaire. Donc on voit bien qu'il y a une petite agitation dans cette enclave, mais finalement, ils ne pourront pas faire grand-chose. Ils sont bloqués. Et ils sont bloqués. Ils sont en fin de Ils n'ont pas beaucoup de moyens matériels et logistiques. Donc évidemment, au-delà de l'agression verbale, je pense qu'à court terme, il n'y aura pas grand-chose. Et un élément important quand même, c'est de fait, dès lors que ces 2 pays, la Suède et la Finlande, auront déposé leur demande d'adhésion, de fait, il y aura une protection quand même de ces pays qui sont amenés, seront regardés comme étant de futurs membres. Et donc, s'il y avait une attaque militaire, je pense que l'OTAN ne resterait pas indifférente à cette attaque. Les États-Unis l'ont déjà confirmé. Ils l'ont confirmé. Oui. Et je pense que aussi la situation avec droit de l'homme et droit d'expression va endurcir en Russie parce que c'est toujours, si Vladimir Poutine ne peut pas contredire à l'extérieur, il toujours commence à presser plus l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entend maintenant qu'il va chercher des agents d'OTAN dans les zones frontalières, à Kaliningrad, comme maintenant à côté de l'Ukraine, et on va attendre qu'il va encore essayer éliminer tous les petits points de résistance qui ont commencé à un peu pousser. Parce que vous savez que en Russie, c'est aussi un nouveau vous cherchez vos mots, c'est normal. D'accord. C'est normal. Un nouveau étape de contradiction entre la société et Poutine, parce que hier, il n'y avait pas menace. Aujourd'hui, il y a menace, c'est vrai. Et même les gens qui sont contre la guerre, contre Poutine, être contre l'OTAN, c'est déjà un autre niveau de résistance. C'est un peu une plus menace qu'auparavant. Et maintenant, chacun doit penser de sa sécurité, pas uniquement à côté de l'Ukraine, mais aussi à propos de temps. Par exemple, moi, si je dois dire aux Russes quelque chose, je dirais que, écoutez, nous ne devons pas avoir peur de temps. Le territoire russe est énormément grand. C'est 10 000 kilomètres. Il y a unités armées qui en circulent de partout en Russie. Il faut penser de l'intérieur de la Russie. Il faut penser des villages à l'intérieur de la Russie, de la forêt, des feux, de n'importe quoi, mais il ne faut pas avoir peur d'OTAN. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu à l'Union soviétique, après à la Russie démocratique et maintenant la Russie putinienne. On était toujours menacés par l'OTAN et jamais dans ma mémoire, l'OTAN a tué quelqu'un. Par contre, ce que je vois pendant 3 mois, on a tué tellement de personnes en luttant imaginairement contre l'OTAN. Et c'est un peu contradictoire. Mais ça, c'est aussi partie de la stratégie de notre pouvoir, mélanger les raisons et les conséquences. Vous dites que c'est raison, c'est conséquence. Et il change. Au lieu de conséquences, il dit que c'est raison. Et ça, c'est conséquence. C'est extrêmement bien expliqué. N'ayez pas peur, on va retenir.